RMC, la grande gueule du jour. Aujourd'hui, 8 enfants français sur 10 font ces 11 vaccins du calendrier vaccinal. Donc ça ne change rien pour 8 enfants français sur 10. Avec une situation qui inquiète bon nombre de parents. On assiste en effet à une pénurie de vaccins dans les pharmacies. Il est très difficile, voire impossible, de trouver du DT polio, alors que l'injection est obligatoire pour les nourrissons. Même chose pour le BCG, même si cette fois le vaccin n'est pas indispensable. Alors comment en est-on arrivé là? Réponse avec le reportage d'Anne Le Hénaff, Philippe Turpot et Chloé Cormery. C'est la rupture de stock. Et pourtant, c'est un vaccin obligatoire. Dans toutes les pharmacies de France, impossible de trouver le classique vaccin DT polio. Il ne reste plus que des formules enrichies. Aujourd'hui, pour les petits bébés, le seul qui reste est un vaccin hexavalent avec l'hépatite B à l'intérieur. Et beaucoup de parents ne veulent pas de ce vaccin. Et en fait, je cherche simplement à obtenir que 9 enfants français sur 10 soient vaccinés pour répondre à l'enjeu mondial de la vaccination, pour éviter les épidémies mondiales. C'est donc une demande de l'Organisation mondiale de la santé que l'ensemble des pays du monde couvrent leur population infantile à 95%. 3216 rmc.fr pour réagir à ce que dit la ministre de la Santé, qui était l'invité de BFM TV. Oui, on comprend l'argument des autorités sanitaires. Elle s'en fait le porte-parole. Il faut améliorer la couverture vaccinale, qui est forte en France, mais pas suffisante, pour éviter notamment le retour de certaines maladies, comme la rougeole. On a appris que la rougeole avait tué 10 enfants depuis 2008. Alors on pensait que c'était terminé. Donc jusqu'à présent, il y avait 3 vaccins obligatoires chez les jeunes enfants. En France, les vaccins DT polio pour les nourrissons sont combinés. Le plus utilisé, le traditionnel, celui qui est combiné avec 2 autres vaccins, est en rupture de stock. Ne reste sur le marché que celui qui protège en plus contre l'hépatite B, un vaccin très controversé. Pour l'Agence du médicament, le problème vient de la multiplication de campagnes vaccinales. C'est une demande mondiale plus importante et une estimation, entre l'estimation faite initialement de la demande et puis la vraie consommation, il y a un écart qui fait que les laboratoires n'arrivent pas à répondre. Certaines personnalités du monde médical et politique réunies ce matin ont une toute autre explication. Pour elles, cette pénurie est volontaire. Les laboratoires s'organisent pour que les parents n'aient plus le choix, si vous voulez, de choisir le 3, ils sont obligés de choisir le 6. Et pour la sécurité sociale, ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'on passe de 6,50 € le vaccin DTP à plus de 40 €. Donc à qui profite le crime? Aux laboratoires pharmaceutiques. GSK et Sanofi Pasteur MSD, les 2 fabricants, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le traditionnel vaccin DT polio ne sera pas disponible pendant encore plusieurs mois. Ça va passer à 11 à partir du 1er janvier 2018. D'ailleurs, seuls les bébés nés à partir du 1er janvier 2018 sont concernés. 11 vaccins. Elle nous dit elle-même que déjà 8 enfants sur 10 font les 11 vaccins. En France, les vaccins DT polio pour les nourrissons sont combinés. Le plus utilisé, le traditionnel, celui qui est combiné avec 2 autres vaccins, est en rupture de stock. Il faut aller chercher les 2 enfants restants. Et donc, il n'y a pas de sanction dans la loi. Tu as le droit de ne pas vacciner tes enfants. Mais en cas de refus, les parents n'auront pas de sanction pénale, certes, mais ne pourront pas inscrire leurs enfants à la crèche, à l'école. Alors, il paraît que certains ont trouvé une parade. Il y a des médecins complices, minoritaires dans la profession, qui délivrent de faux certificats de contre-indication pour éviter la vaccination. Et alors justement, vous venez de parler de forme de contre-indication. Il y a des enfants visiblement qui ne peuvent pas recevoir ce vaccin hexavalent. Vous posez une bonne question. Je suis un médecin. Quand je prescris un médicament, c'est que je considère que le patient en face de moi en a besoin. Bon, si je prescris un vaccin, je fais une ordonnance, je vais vacciner moi-même ou une autre personne, mais le responsable, c'est pas celui qui va vacciner. C'est celui qui a prescrit la vaccination et qui doit suivre l'enfant, car il peut y avoir des conséquences, un peu de fièvre, un peu de douleur, une petite inflammation, etc. Donc il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Bon, donc le responsable, ça n'est pas ni le laboratoire pharmaceutique, ni le ministre. Mais c'est le médecin qui est prescripteur. Or, il peut se faire que, en vous posant un certain nombre de questions sur vos allergies, sur votre vie quotidienne, etc., je veux dire, ben vous, madame, vraiment, vous en avez besoin. Ou bien non, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes, par exemple, infirmière. Ah ben oui, il faut, dans un service de chirurgie encore plus, vous vacciner contre l'hépatite B.
Vous comprenez? Bon, mais vous êtes dans le droit, dans le journalisme. Je ne pense pas qu'ici, vous soyez au contact du sang humain. Donc, je ne vois pas pourquoi vous seriez vacciné. Pas encore. Ça pourrait venir. Hein. Ça pourrait venir, oui. Enfin, bon, vous voyez, il y a des indications précises. Donc, ça veut dire, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis un médecin responsable de mes actes, de mes prescriptions. Voilà. Et c'est pas un labo qui va m'imposer la vaccination, encore moins un ou une ministre. Il y a un autre chiffre, et après je me tais, mais qui m'a interpellé, c'est la France est le pays au monde où l'on doute le plus de la sécurité des vaccins, selon une étude. C'est en France où on a le plus de doutes alors qu'on les a inventés sur les vaccins, alors que, rappelons-le, effectivement, c'est Monsieur Pasteur, Louis de son prénom, qui a inventé le vaccin. Ce qu'il faut comprendre à travers le problème de la vaccination, c'est que le milieu médical actuel ne connaît rien de l'immunité. Les vaccins ont été mis en place par Jenner il y a 2 siècles, à l'époque de Hahnemann, ça a commencé. Ça a été repris en main de manière très péremptoire et violente par Pasteur qui a imposé le scénario. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là n'avaient aucune notion des problèmes de l'immunité. C'est seulement, véritablement, au moment du sida, donc dans les années 1980, qu'on a commencé à découvrir l'ampleur et la complexité avec les cytokines, avec tous ces molécules complexes et les jeux entre les anticorps, les macrophages, les polynucléaires, etc., qu'on a commencé à ouvrir l'espace de l'immunité, comment ça fonctionnait. Mais encore ça, ce n'est qu'un tout petit bout. Et tu dis oui parce que tu connais ces médecins qui font les certificats de complaisance. Non, absolument pas. Non. Ah bon, d'accord. Non, je disais oui parce que je sais que ça existe. Non, parce qu'il est aberrant, c'est qu'il y ait des médecins qui fassent des c'est pas étonnant. Des certificats de complaisance. Exactement. Non, mais l'arrêt maladie, c'est une chose. Sur la vaccination, c'en est une autre quand même. Si tu veux, c'est là où ça paraît très étonnant. Quand ça permet de scolariser ton enfant, les gens n'hésiteront pas. Oui, mais que ce soit le médecin qui derrière dise, je vous signe le truc. Moi, c'est ça que je trouve absolument. Je vais vous expliquer. Si nous avons lancé cette pétition qui est signée par 780 000 personnes à peu près, et ça continue tous les jours, ça augmente tranquillement, on ira à 800 000, on ira même à 1 million. Croyez-moi, les laboratoires nous observent à la lunette. Bon. Le problème pour eux, c'est qu'il y a dans les pharmacies tous ces vaccins hexavalents en stock. Donc ce qu'ils veulent, c'est que tout ça soit épuisé. Ça n'est pas très difficile pour eux puisqu'ils l'ont déjà fait de faire un vaccin comme le DTP. Avec le DTP. Mais bien sûr, sans aluminium, ils sont parfaitement capables de le faire. Alors ce qu'ils vont vous dire, je vais vous donner la réponse. Ah oui, mais on l'a fait ça, mais ça créait des irritations chez l'enfant. Oui, mais pourquoi? Parce que vous vacciniez trop tôt. Quand l'enfant est allaité par sa maman, quand l'enfant est en bonne forme, quand l'enfant est dans une crèche où on va lui donner tous les éléments de sa nutrition, etc., il n'y a aucun problème. Bon. Et le système immunitaire, et là ceux qui nous écoutent doivent vraiment le savoir et le faire paraître, le proposer à toutes les mamans du monde aujourd'hui, le système immunitaire, on a besoin de 1000 jours pour le construire. C'est-à-dire le jour de votre conception, le jour où votre papa et maman se sont donné tellement d'amour qu'ils vous ont conçu, eh bien il y a 1000 jours. Donc vous ajoutez le temps de la grossesse, 270 jours, plus 2 années de 365 jours. Vous arrivez à 1000 jours. Votre système immunitaire, Élise, a été fini 1000 jours après votre conception. Vous aviez 2 ans. Voyez ? Or, tant que votre système immunitaire se construit, il ne faut pas trop le stimuler ou alors faire attention dans sa stimulation, et là c'est du pifomètre intégral. On donne à tout le monde la même dose d'aluminium sous telle forme d'aluminium, peu importe. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est bien expliquer aux mamans qu'est-ce que c'est que le système immunitaire qui se construit chez son enfant, de lui expliquer aussi que si elle en fait le choix de l'allaitement maternel, c'est un bon choix qui n'abîme pas sa glande mammaire, mais qui permet à l'enfant de recevoir les vaccins de sa maman. C'est-à-dire les anticorps que la maman a dans son propre corps. Sauf si évidemment la maman est porteuse du virus de l'hépatite B. Ah ben, il faut vacciner l'enfant. Mais combien de mamans sont porteuses du virus? Je ne suis pas en train de montrer du doigt, mais je dis, si je le sais, ah ben oui madame, il faut vacciner votre petit, parce que vous ou votre mari, vous êtes porteur du virus de l'hépatite B. Je parlais des arrêts maladie des CRS il n'y a pas longtemps, tu vois. Non, mais derrière le fait derrière la sanction, elle vient tout de suite, puisque les gosses pourront pas aller à l'école, donc forcément ça pénalise. C'est ça la sanction. Sauf s'il y a ce certificat de complaisance. Mais ce qui est plus grave, les objections de conscience. Ce qui est plus grave, c'est que si les parents décident de ne pas vacciner,
En cas de problème, c'est leur responsabilité pénale. C'est-à-dire que si le môme chope, tu te débrouilles. Ton môme chope si le môme chope la maladie et qu'il décide a posteriori de poursuivre ses parents, ça il peut. Mais sinon il n'y a aucune sanction. Mais oui, donc ça. Aucune. Non, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, voilà, mais tout le monde. Mais oui, mais quoi qu'il arrive, mais la limite, elle réside dans le fait. Il restera, je pense que ça changera rien. Non. Les 2 sur 10 se feront pas vacciner. Ça ne changera rien. Ah, j'ai peur que le nombre augmente, moi. Quand même. Non, moi j'y crois pas trop. Les réfractaires, ils le restent en réfractaire. Si tu veux, depuis qu'on a lancé ce débat, excuse-moi, bon nombre de parents ont ici témoigné au 32-16, si tu veux, de leur crainte des vaccins. Les 3, ils les acceptaient. Les 5, ils les acceptaient, mais les 11, ils ne veulent pas. Parce qu'ils estiment sur 10 ont déjà 11 vaccins, donc les parents ne craignent pas. Et aujourd'hui, pour les petits bébés, le seul qui reste, c'est un vaccin hexavalent avec l'hépatite B à l'intérieur, et beaucoup de parents ne veulent pas de ce vaccin. Ah bah, au contraire, on voit, tu dis toi-même que ça augmente aujourd'hui la défiance vis-à-vis des vaccins. Oui, mais parce qu'il y a eu des affaires, parce que je pense que les réseaux sociaux, les faux experts, les faux médecins, la société paranoïaque, on est dans la société de la peur. On est paranoïaque. On a quand même fait des sujets dernièrement qui montraient bien qu'on était dans la société de la peur, on a peur de tout. Peut-être nous-mêmes, médias, on est responsables, quand tous les jours on fait des sujets sur attention, ça va nous tuer, attention le pesticide, attention, etc. Donc effectivement, dans cette société de la peur, quand tu expliques, parce qu'il y a des cas, effectivement, il y a des gens qui sont malades après des vaccins. Donc on en fait des généralités. Alors David, c'est surtout on dit 8 sur 10, donc on pourrait considérer qu'il en reste 2, et dans les 2, il faut pas oublier, on va recevoir justement quelqu'un qui est atteint d'une maladie auto-immune. Quand on est atteint des maladies auto-immunes, on ne peut pas faire de vaccin. Ces gens-là aussi. Là, on parle pas des gens qui sont des objecteurs de conscience, mais là, on sait que dans les 2 restants, il y a des gens qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas faire de vaccin. Donc, ça remet en cause véritablement tout le processus. Non, mais on peut. Tout le processus. Ces enfants-là peuvent être scolarisés sans aucun problème, sans faire de vaccin. Non, mais c'est assez paradoxal. Nous, on serait dans une société assez méfiante, d'accord, où de toute façon, on nous dicterait ce qui est bon pour nous en termes de vaccins, d'alimentation, de soins, etc. Et à côté de ça, il y a des gens qui, de manière autonome, de manière responsable, qui développent aussi leur propre façon de manger, leur propre façon de se soigner, etc. Et pour beaucoup, ça fonctionne. Donc on peut pas à la fois être obligé d'être dans une prévention militaire cadrée et qui serait uniquement chimique et ne pas responsabiliser les gens. Moi, je suis pas dans la théorie. La rougeole, je suis pas dans la théorie du complot. Il y a un moment donné, il faut se soigner. Il y a des médicaments qui sont inéluctables. On te dit, il y a l'aluminium. L'aluminium, il y en a dans tous les produits cosmétiques blancs. Quand tu as du blanc dans un produit, tu as de l'aluminium. Non, mais dans ces hexavalents, vous avez de l'aluminium qui est un adjuvant qui n'a rien à faire dans notre corps. Et savez-vous, vous serez la première télé à le dire, que les vaccins pour les animaux, le grand laboratoire français qui est mondial, magnifique, il s'appelle Mérial, Mérieux Aluminium. Bon. Figurez-vous qu'aux États-Unis, dans les années 91-92, il y avait plus de chiens et de chats aux États-Unis qu'il n'y avait d'Américains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens très astucieux qui ont dit il faut obligatoirement vacciner tous les chiens et tous les chats. Très bien. Donc, la loi, elle a été appliquée. Seulement 3 ans plus tard, on a découvert des cancers catastrophiques, des sarcomes, à l'endroit de la vaccination entre les 2 épaules des chats et des chiens. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se faire griffer ou mordre par l'animal, n'est-ce pas? Bon. Et dans les 2 ans encore, au-delà de ces 3 ans, on a vu des tumeurs, les mêmes, des sarcomes, contenant de l'aluminium, en dehors de cette zone de vaccination, ailleurs dans le corps. Bon. Et il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, figurez-vous que le laboratoire pour les vaccins vétérinaires vient de supprimer l'aluminium dans les vaccins pour les chats et pour les chiens. Mais nous, les humains, mais est-ce qu'il y a une corrélation qui a été établie directement entre l'administration de ces vaccins sur ces animaux et le fait qu'il y ait une explosion de cas de cancer? Mais bien sûr.
pour les animaux. Pour l'homme, ça n'a pas été établi. Pourquoi ça n'a pas été établi? Parce que personne n'a pensé faire cette recherche. Et que vous avez une cloison... Personne n'a pensé faire cette recherche. Pourtant, dans l'aluminium, dans les déodorants, par exemple, on sait que c'est cancérogène, mais pas dans les vaccins. Voilà. Voilà. Alors, le problème, c'est que dans l'aluminium, si vous voulez, qui est dans le déodorant, vous le passez par exemple sous votre aisselle, ça va être absorbé par la peau, ça va aller circuler dans votre corps, ça peut aller sur le système osseux, sur le système nerveux, sur la respiration, etc. Tandis que là, on vous dit, bon, ben, c'est sur la peau, c'est pas bien méchant. Or, si ça donne des sarcomes chez l'animal, la question qu'on doit se poser, c'est et chez l'homme. Seulement, vous avez une cloison étanche entre les vétérinaires et les médecins. Moi, je suis médecin. Je ne suis pas vétérinaire, donc je ne suis pas compétent. Mais j'ai des amis vétérinaires, donc je suis capable de leur poser des questions. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit mon livre « Les vaccins, comment s'y retrouver », j'ai demandé à mon ami Pierre May, M-A-Y, qui est en Savoie, je lui ai dit « Écoute Pierre, fais-moi le chapitre sur vaccination chez les animaux, parce que je ne suis pas compétent. Et donne-moi les éléments. » Il m'a donné les éléments d'une manière très sympa, et donc j'ai pu expliquer tout cela. J'ai appris beaucoup de choses. Donc j'apprends de mes collègues vétérinaires, comme eux apprennent de moi en tant que médecin. Est-ce que tu aurais fait les 11 vaccins pour tes enfants? Oui, parce que je suis pas dans la parano et que je me dis si la médecine me dit qu'il faut que je vaccine mes enfants avec les 11 vaccins, je l'aurais fait. Mais vous prenez une ordonnance, on vous file 4 médicaments. Bah parfois on en prend que 2 et ça marche, puis parfois on en prend 0. Non mais tu refais ton ordonnance, mais docteur Zorin. Mais plein de fois. Moi, je fais pas ça. Je vais vous donner une anecdote. Mon mari est atteint du VIH et vous le savez. Il a des traitements depuis 20 ans. Eh ben, parfois là, récemment, je suis allé voir des gens plutôt parce que je les connais bien, je montre l'ordonnance, il y a un problème, faut tout revoir, c'est trop lourd, c'est pas assez. Oui, donc, il n'y a pas la confiance à 100%. Il y a quelque part aussi, on doit aussi être responsable. Oui, prenez Sidoliprane, t'es pas obligé d'en prendre 6. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est différent. Je suis désolé, mais on a en France des excellents médecins, on a des facultés de médecine qui forment extrêmement bien les gens, on a probablement les meilleurs médecins du monde, en tout cas dans beaucoup de domaines, c'est une réalité. Les gens qui ont 3 connaissances médicales, je dis pas ça pour toi, mais je parle d'une façon générale, parce qu'ils vont sur Doctissimo et qui voient que s'ils bouffent du thym et qu'ils mangent du curcuma, ils vont pas être malades et qui du coup font pas de vaccin. Pour moi, ça tient plus de la connerie que d'autres choses, et donc j'aurais, moi personnellement, plutôt tendance à suivre les médecins. Présidente d'une association qui s'appelle la CNMSE, la Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, depuis 2008, et nous sommes des lanceurs d'alerte en médecine, et nous sommes un des membres fondateurs du réseau RES, Réseau Environnement Santé, ce qui explique notre action en tant que médecin. Alors nous, on s'est dit que c'est un peu un souci sanitaire, puisque l'aluminium, nous, on sait que c'est toxique. On voit les patients qui ont des atteintes par l'aluminium. Un patron, le professeur Gherardi, a authentifié ces lésions. Donc, nous, on vient nous voir au cabinet. On nous dit, voilà, je dois faire vacciner mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, le seul vaccin obligatoire, donc, c'est DT polio. Il n'est pas sur le marché. Quid, que faisons-nous? Donc, c'est indispensable qu'il revienne sur le marché. Et en plus, sans aluminium, bien sûr. Donc, et il faut savoir que ces vaccins étaient déjà sur le marché. Donc, on demande à ce qu'un nouveau diphtérie tétanos polio soit sur le marché sans aluminium. Dans la mesure où on est absolument désinformé sur ce sujet. Déjà, c'est un sujet quand même assez tabou, les vaccins. Mais là, ce qu'il y a dans un vaccin, les adjuvants, les conservateurs, etc., en fait, on est très peu à vraiment bien savoir ce qui se passe dedans, parce qu'il faut savoir que ça a évolué. Ça évolue régulièrement, donc il faut se mettre à jour et on n'a pas forcément l'information. Je pense que cette pétition est indispensable pour les médecins. Et en plus, qu'on demande, on va donner cette pétition à plusieurs sites, même des sites féminins, parce que ce sont les mamans qui vaccinent, qui vont amener leurs enfants se faire vacciner chez le médecin. Et c'est important que les mamans puissent dire à leur médecin, ben voilà, nous, on est au courant d'une pétition, est-ce que vous pourriez signer cette pétition qui, regardez, les médecins parlent aux médecins.
Je voudrais dire qu'on nous dit que c'est un geste médical et les études de médecine nous apprennent seulement deux choses, mais deux choses quand même fondamentales, qui est de faire un diagnostic et d'établir un protocole thérapeutique adapté au diagnostic, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit quand on vaccine les gens, les enfants en particulier? C'est surtout les enfants qui m'ont révolté au début. Surtout quand on a vu, comme moi, 3 morts 24 heures après un vaccin, des bébés, puis une polio, 15 jours après le vaccin, à 6 mois, ça fait encore plus poser de questions. Donc quand on vaccine un bébé ou un adulte, quel diagnostic fait-on? Je vous pose la question. Oui, mais je veux te vacciner contre la polio, qu'est-ce que je dois faire? Je pars du principe que la personne n'a aucune protection immunitaire. On ne fout pas un parapluie à quelqu'un dans la cave chez lui. Donc le diagnostic, un diagnostic de non-protection immunitaire contre la maladie concernée. Donc il n'y a pas de diagnostic, donc pas de traitement adapté, donc l'acte vaccinal n'est pas un acte médical comme on veut vous le faire croire, puisque les deux fonctions pour lesquelles on met 10-12 ans pour certains à apprendre, à exercer, ne sont pas respectées. Et ceux qui acceptent, des confrères qui acceptent de vacciner dans ces conditions-là, pour moi, ne sont pas médecins. Témoin de notre destin. Et si nous sommes, nous-mêmes, chacun est responsable de sa santé et doit la prendre en main. En tout cas, pour ma part, en tant que médecin, j'ai progressivement évolué. J'ai été formé, comme tous mes confrères, sur le modèle la pensée unique. Je n'en savais rien. Par la suite, progressivement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont éveillé, des patients particulièrement. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer la Ligue pour la liberté de l'information en 1987, qui m'a donné les moyens de comprendre ce qui se passait. J'ai travaillé avec eux en tant que documentaliste, et à ce moment-là, la Ligue pour la liberté de l'information était reliée à une centrale qui leur envoyait tous les documents, articles et publications évoquant le mot vaccin. Donc on avait tous les documents officiels, classiques, se rapportant sur les vaccins. Et nous avons fait là, à ce moment-là, un travail pour voir globalement ce qui se passait. Et là, j'ai eu les preuves qu'il y avait énormément de problèmes autour des vaccins, énormément de publications qui faisaient apparaître les effets secondaires qui n'apparaissaient pas ensuite au niveau de la presse officielle, qui était envoyée aux médecins à travers les laboratoires, parce que vous savez très bien que les laboratoires détiennent complètement toute la presse médicale et scientifique. Hein. Nous en avons eu des démonstrations avec mes 2 prédécesseurs. Ensuite, j'ai rencontré en 1994, j'ai participé à Alice Information Santé, Information Liberté Santé, et j'ai travaillé avec eux depuis ce temps-là. J'ai été médecin du travail pendant les 13 dernières années de mon activité, que j'ai terminée en 2011, et là, j'ai pu toucher du doigt la manière dont le système fonctionnait. J'ai été plusieurs fois menacé par le Conseil de l'Ordre. Ça impliquait qu'à l'issue, je risquais d'être sanctionné et d'être dégradé du Conseil de l'Ordre. Hein. Par ailleurs, à la fin de mon activité, ils ont essayé d'avoir ma peau quand même, et ils m'ont demandé de passer devant leur assemblée, parce que naturellement, j'avais évoqué très souvent dans mon activité les problèmes posés par les vaccins. Car j'étais horrifié, je vais vous en parler un peu plus tard, de ce que je voyais dans ma pratique en tant que médecin de travail. Et je me suis abstenu d'aller les voir parce que c'est des personnes qui n'ont aucun respect et aucune attention aux autres. Et donc j'ai démissionné. Alors ce que j'ai constaté en tant que médecin du travail, j'ai été catastrophé de la situation de santé des personnes. Le nombre de troubles dits musculo-squelettiques, ostéo-articulaire, générale. La souffrance musculaire des personnes est terrible. Stéphanie Donzello, bonjour.
Oui, bonjour. Présidente de l'association Prévention Vaccin, 11 vaccins obligatoires, sinon pas de scolarisation. Comment vous réagissez ? Eh ben, je considère que c'est complètement scandaleux qu'aujourd'hui on impose de force 11 vaccins. Bon, de toute façon, le problème, il se pose déjà aujourd'hui avec les 3 vaccins obligatoires. Que ce soit 3 ou 11, ça change pas réellement le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne respecte pas la liberté de choix thérapeutique en matière de vaccination en France. C'est quoi la liberté de choix ? La liberté Contre de la choix, rougeole. non, la loi en France, le code de la santé publique, il précise bien qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ça, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a été votée pour mettre la France en conformité avec les différents traités qu'elle avait signés les années auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la santé, on a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical. La vaccination étant un acte médical, aujourd'hui, on se retrouve avec des lois qui sont en contradiction. C'est-à-dire qu'on a une loi d'obligation pour la vaccination. C'est le seul produit pharmaceutique où il y a une obligation. Et à côté, on a une loi qui nous dit vous avez le droit de choisir. Donc, vous êtes médecin ? Je suis pas médecin, moi je suis une citoyenne, représentante d'association. Et ce que je demande, c'est que le droit soit respecté. Et vous ne vaccinez pas vos enfants ? Moi, si je peux parler de mon cas personnel, mais on n'est pas là pour ça. Ah bah si, c'est intéressant, si. On peut en parler, effectivement. Vous défendez une position. Alors, est-ce que vous avez vacciné vos enfants ? Moi, je défends une position de liberté. D'accord. Est-ce que vous avez vacciné vos enfants ? Eh bien, écoutez-moi, j'ai 3 enfants. J'ai un enfant qui est vacciné et qui est victime de la vaccination. Et qui est victime de la tyrannie vaccinale. C'est un enfant qui a été vacciné, qui a développé de l'asthme suite à la vaccination. Le médecin, aujourd'hui, a délivré un certificat de contre-indication pour mon fils. Et il faut savoir que pendant 5 ans, il a été refusé à l'école. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, au niveau de la vaccination... Et donc les 2 autres enfants ne sont pas vaccinés à cause de ce qui est arrivé au premier, en fait. C'est ça ? Par mesure de précaution, il a contre-indiqué les autres enfants de la fratrie qui, eux, sont aussi exclus de l'école depuis 5 ans. Donc là, quand on parle de problème... Donc, ils sont pas scolarisés ? Ils sont pas scolarisés. C'est des enfants qui sont abandonnés par l'État. Je comprends pas. Donc aujourd'hui, on parle de droits d'enfants. Le maire... C'est obligatoire la scolarisation, madame. Je comprends pas que vos enfants ne soient pas scolarisés. Je ne comprends pas. En France, c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc ils sont à la maison. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, donc il y a une différence entre instruction et scolarisation. Là, le maire refuse dans ma commune, le maire, il s'appelle monsieur Philippe Langino-Villard, j'habite à Alvar-les-Bains en Isère. Depuis 5 ans, il refuse de scolariser mes 2 enfants. Donc ça veut dire que... moi, je suis parent et j'habite près de chez vous, je suis content que vos enfants ne soient pas scolarisés dans la même école que mes enfants. C'est malheureux parce que vous c'est ma liberté comme la vôtre. C'est ma liberté comme la vôtre. Comment se fait-il qu'un enfant, admettons qu'il attrape une maladie, vous le mettez à la crèche où tous les autres enfants sont vaccinés? Comment peut-il passer la maladie à tous les autres qui sont vaccinés? En quoi cet enfant est-il dangereux? Faut quand même. Ça, c'est des mamans qui le disent. Expliquez-moi, monsieur le directeur de la crèche, pourquoi vous voulez pas mon Si on part de principe-là, il n'y en a plus aucun qui est vacciné. Non, je ne pars pas de ce principe. Je dis qu'aujourd'hui, étant donné toutes les vaccinations qu'il y a eu quand le DTP a existé tout seul, les enfants étaient vaccinés, ça ne posait aucun problème. Mais c'est l'arnaque qui est importante. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé la pétition. Mais vous avez oublié une chose, c'est qu'avant la pétition concernant le DTP, il y en a eu une autre. Figurez-vous qu'ils voulaient vacciner les enfants en CM2, CM2 ça veut dire grosso modo avant d'entrer en 6e, avant le collège, contre le cancer du col de l'utérus. Avec le garde d'asile. Avec le garde d'asile ou le Cervarix, parce qu'il y en a 2. Il faut dire honnêtement, il y a un labo français et il y a un labo américain. Avant, c'était 3 injections, puis c'est passé à 2, puis maintenant c'est à 1. Bon, il y a eu des pépins dans différents pays. Vous allez par exemple en Norvège. En Norvège, la ministre de la Santé, qui était à fond pour la vaccination de toutes les jeunes filles, maintenant, elle a tellement reculé qu'elle interdit le vaccin dans son pays. Interdiction au Japon. Danger avec des morts en Autriche. Danger avec des morts aux États-Unis. Et là encore, vous parlez de cas où la corrélation a été établie entre la vaccination mais jamais le labo établira la corrélation. Il va vous dire que c'est un pur hasard.
C'est un pur hasard, vous comprenez? Voilà, c'est un hasard. C'est comme la vaccination contre l'hépatite B. Mais comment vous établissez que c'est pas du hasard alors? Non, parce que les papas et les mamans, ils sont assez intelligents pour se rendre compte que le gosse, il a sa vaccination et que dans les mois ou dans les semaines ou dans les jours qui suivent, il a telle ou telle anomalie. Vous comprenez? On vous vaccine et vous faites un état de stress avec, en même temps qu'au-delà de la vaccination, une maladie de Guillain-Barré. C'est une maladie complexe, hein, mais neurologique, et vous perdez une partie de vos membres, de votre sensibilité. Vous pouvez le récupérer après. Enfin, on sait que c'est lié à ça. Ça, c'est officiel. Donc, la maladie de Guillain-Barré, après une vaccination contre le cancer du col de l'utérus, non. Alors, le cancer du col de l'utérus, comment on l'attrape? Écoutez, on ne l'attrape pas en CM2. On l'attrape si on multiplie les partenaires sexuels. Je ne pense pas que ce soit encore en CM2, bien qu'aujourd'hui, certains diraient, pourquoi pas, après tout, vive l'amour, vive ceci, vive cela. On est là pour faire passer des messages. L'information à l'enfant, il n'est pas idiot, il est capable de comprendre. Comment vous allez expliquer à un petit garçon, Jean-Baptiste, ou bien qui vous voudrez, de l'âge de 9 ans, de l'âge de 10 ans, qu'on va le vacciner contre le cancer du col de l'utérus? Vous allez lui expliquer quoi? Enfin, en principe, on ne vaccine pas Jean-Baptiste contre... Mais bien sûr que si. Les garçons aussi. Mais oui, il faut que vous sachiez, madame, que celui qui transmet le virus au niveau du col de l'utérus, c'est un pénis masculin. Mais pour aujourd'hui, toute la prévention qui a été faite, c'est toujours adressé aux jeunes filles. Eh bien oui, mais ils voulaient vacciner les garçons. Le Haut Conseil à la Santé, qui est en train de changer de tête, eh bien, voulait vacciner les garçons et les filles. Et c'est pour ça que j'ai lancé une première pétition qui est montée facilement à près de 400 000 personnes, en disant surtout refuser ce type de vaccination qui était prévu pour les CM2 ou les 6e. Vous voyez? C'est comme quand vous avez eu la vaccination contre l'hépatite B dans les années 94-96, où il y a eu 65% de plus de sclérose en plaques. Mais on vous dit non, il n'y en a aucun rapport. J'ai eu d'où ça vient ça? Ah ben ça vient du fait que les neurologues sont bien meilleurs, on a des IRM qu'on n'avait pas. Le dépistage est meilleur. Bien sûr. Effectivement, mais moi, la liberté que je demande aussi, c'est que mes enfants, ils puissent être instruits. Le droit des enfants, il est bafoué. Et apparemment, vous parvenez à les instruire, madame. Si vous voulez, vous opposez la liberté à la mienne. Qu'est-ce qui fait que votre liberté de ne pas vacciner vos enfants est plus légitime que la mienne? Eh ben vous avez le droit d'accepter ou de refuser un acte médical, vous faites comme vous voulez. Mais non, mais là c'est pour vos enfants. Non mais ça, là vos enfants, nos enfants, les enfants sont un peu otages d'une décision parentale dans le refus de vacciner. L'enfant, malheureusement, on lui a pas demandé son avis et ses parents. Et je comprends. Alors vous êtes sur la liberté, mais la liberté s'arrête là où commence celle des autres. En fait, vacciner son enfant, c'est aussi de protéger les autres. Et c'est notamment protéger ceux. Attendez, je termine. Vacciner ses enfants, c'est protéger ses enfants, c'est protéger les autres enfants et notamment protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour de vraies raisons médicales. C'est ce à quoi j'allais en venir, madame. Pas du tout. Madame, attendez. Où est l'amalgame? Allez-y. C'est très important. Oui, allez-y. Où est l'amalgame? Vous faites un amalgame parce qu'aujourd'hui, vaccination ne veut pas dire protection. Dommage. Il suffit de lire les notices des vaccinations, des vaccins. Les notices sont claires. Ils disent? Allô? Et que disent-elles? Je vous écoute. Donc les notices de vaccin, elles sont claires. Elles disent bien que le vaccin peut ne pas produire de réaction. Là vous avez toutes les notices des produits médicaux, disent des trucs horribles, il ne faut pas les lire les notices. Nous, on a une maladie auto-immune familiale. Donc on ne peut pas faire les vaccins. C'est pas qu'on ne veut pas. On ne peut pas faire le vaccin. Donc je ne peux pas accepter qu'un enfant, par choix, ne le soit pas et soit dans la même école que le mien. Il risque de contaminer ton enfant. Voilà. Stéphanie Donzello, merci. Dans un instant, Bertrand, infirmier libéral, nous verrons quelle est sa position par rapport à ces 11 vaccins obligatoires. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. On va donner la parole à Bertrand. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour, 11 vaccins obligatoires, donc à partir du 1er janvier 2018, sinon pas de crèche, pas d'école, pas de halte garderie. Qu'en dites-vous Bertrand? Que c'est un beau chantage. Pourquoi? C'est un très beau chantage. Écoutez, moi ce qui me gêne, c'est que plus ça va et plus on rajoute des vaccins aux vaccins, donc on rajoute du tarif au prix du vaccin. Et les labos se font de plus en plus des couilles en or, excusez-moi l'expression. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmier libéral. Et vous vaccinez? Je vaccine les gens contre la grippe, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Que contre la grippe? Vous vaccinez des enfants aussi, il est contre les restes. Oui, je suis contre... Les vaccins protègent. Je ne suis pas contre tous les vaccins. D'accord. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on était sur un DTP qui fonctionnait très bien.
on se rend compte qu'on a eu 10 décès de rougeole ou de rubéole, je crois, depuis 2008. Donc, ça fait un par an. Ça fait un par an. Hein. Je oui, pense mais... que... Donc c'est pas grave, ces enfants, c'est pas grave. C'est pas une question que ce soit pas grave. Non, mais je vous trouve quand même, vous êtes... Oui, écoutez, un par an. Si on peut l'éviter, non, c'est pas quand même intéressant d'y aller? Oui, si vous voulez, oui. Mais après, on peut compter aussi le nombre de morts par la grippe. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on vaccine contre la grippe. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, j'ai 2 enfants. Ils sont tous vaccinés? Ils sont vaccinés. Que le DTP, c'était tout. Diphtérie, tétanos, polio, c'est ça? Diphtérie, tétanos, polio. Ouais, voilà. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on avait 3 vaccins au départ, le DTP, qui, je crois que le vaccin coûtait dans les 30 €. On est passé à 5 vaccins, 70 €, et ainsi de suite. On a le prix des vaccins qui augmente de plus en plus. Et je veux dire, remboursé par la Sécu. Rassurez-vous. Oui, et qui paye la Sécu, c'est nous, hein. Mais la Sécu qui va quasiment revenir à l'équilibre, vous voyez. Oui, c'est ce que nous dit le gouvernement. Oui, c'est ce que nous dit le gouvernement. Mais sérieusement, on engraisse les labos, et nous dit Bertrand. Non, oui, bien sûr, c'est toujours ça. Mais supprimons les labos aussi, et puis ça, on verra. Et puis quand on continue, quand on recommencera à mourir à 60 ans. L'Arabie Saoudite, les labos. On peut pas tout. Moi, je suis désolé, les labos ont plein de défauts. Il y a des procès en cours, il y a des choses qui ont été révélées, mais on peut pas en permanence vivre en se disant que les labos qui quand même produisent les médicaments qui nous soignent et qui font la recherche médicale qui nous soigne, parce qu'ils ont vraiment un rôle important dans la recherche, en fait cherchent à nous entuber à tous les coins de rue, que l'industrie agroalimentaire qui quand même nourrit la population cherche en fait à nous faire bouffer du carton. On peut pas en permanence vivre dans la paranoïa, et je trouve que plusieurs sujets de cette émission ont montré rien que ce matin le développement spectaculaire de la paranoïa dans ce pays. C'est-à-dire que maintenant, on soupçonne toujours l'interlocuteur d'essayer de nous la faire à l'envers. On peut aussi penser, que les labos nous sont absolument indispensables, que l'industrie agroalimentaire l'est aussi, que tous ces gens-là font des progrès. Et moi, je suis beaucoup plus content de vivre dans un pays où on a des vaccins gratuits. C'est des problèmes de riches. Hein. On a exactement. On a des problèmes. On ne peut pas intervenir sur l'immunité sans qu'il y ait des contre-coups sur un des autres. Et comme le milieu vaccinaliste n'a aucune notion de ces données de l'immunité, parce que eux, ils n'ont qu'un critère. Et vous savez quel est ce critère? Il est très simple. C'est la présence d'anticorps ou pas. S'il n'y a pas d'anticorps, ce n'est pas un bon vaccin, mais s'il y a présence d'anticorps, tout va bien. On ne se préoccupe pas des effets secondaires. Généralement, ils étudient la tolérance du vaccin. Qu'est-ce que veut dire ce mot tolérance? Ce mot tolérance, il veut dire qu'on va regarder ce qui se passe dans les quelques jours qui suivent, lors des essais, ce qui se passe autour du vaccin. Si la santé, s'il y a des accidents, s'il y a des effets. Donc, on va regarder pour des molécules, des protéines qui sont censées avoir une action sur de longueur de temps de plusieurs années, 5 ans, 10 ans, on va regarder pendant 4 jours, au maximum, au mieux, 1 mois. Et le reste, ça part dans le désert, ça disparaît complètement. Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il y a un sens? Quelle science est là-dedans? Il n'y a rien. Et quand je pense que nous sommes tous formés sur ce modèle et qu'on nous fait croire que tout est parfait et que c'est les vaccins qui ont fait disparaître les maladies, vraiment, il y a de quoi pleurer de prétendre que c'est une science. Il faut savoir qu'il y a une manipulation formidable à partir de la disparition de la variole. Je pense qu'ici, la plupart d'entre vous le savent, n'est-ce pas? Il y a eu, l'OMS a rendu un document en 1980, au moment où elle a décrété que la variole avait disparu, où elle a dit que la vaccination de masse avait marché dans un grand nombre de pays, mais que dans un certain nombre, ça n'avait pas réussi du tout. Et qu'à la suite de ça, ils avaient dû changer complètement de stratégie. De la manière suivante, c'est une forme de quarantaine, tout simplement, la stratégie qui a changé la donne et qui a réussi à éradiquer la variole, même dans les zones où on n'arrivait pas.
ce qui s'est passé par exemple en 1962 et qui a amené l'OMS à changer de stratégie, c'est qu'ils ont vacciné de masse en Inde. Et à ce moment-là, dans les années qui ont suivi, les 3-4 années qui ont suivi cette vaccination de masse, la variole a explosé. C'était une impasse totale. Donc, ils étaient obligés de faire disparaître le scénario et de changer de stratégie. Bertrand, on va écouter Daniel qui nous appelle de Lausanne en Suisse. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Et vous êtes biologiste hospitalier. Vous avez entendu cette défiance, cette méfiance, Daniel? Tout à fait. En fait, c'est initialement la première raison qui m'a poussé à vous appeler. Je trouvais le sujet très intéressant, mais j'étais très surpris que votre journaliste, après avoir présenté la problématique de ces nouveaux vaccins, dans la même phrase présente le fait que des personnes ont déjà imaginé comment contourner la mesure avant même qu'elle soit mise en place. On est totalement dans la caricature française. Donc c'est la vision qu'on a quand on est français, qu'on vit à l'étranger. C'est toujours cette défiance. Dès qu'une initiative est prise, la première chose, c'est comment la contourner. C'est-à-dire qu'on a déjà des médecins qui vont décider de contourner ça. Il n'y a pas de réflexion sur l'initiative, sur le pourquoi. Si on réfléchit sur le pourquoi, tous les arguments ont été développés par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas une privation de liberté pour les personnes qui ne veulent pas vacciner leurs enfants. Ils ont toujours ce droit. En revanche, si vous ne voulez pas vacciner vos enfants, vous ne les mettez pas dans la communauté, ou d'autres enfants, eux, vont être vaccinés, ou d'autres ne pourront pas être vaccinés pour des raisons médicales, et qui sont protégés parce qu'il y a un pourcentage suffisant d'enfants vaccinés. Si on descend en dessous d'un pourcentage suffisant de personnes vaccinées, on va avoir des risques d'épidémie. Et tous les arguments développés par la suite sont très importants. Vous avez entendu, on dit tout de suite, on va enrichir les labos. Alors c'est vrai que ça fait un coût plus important. Mais ça, c'est cette défiance et cette on a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Il y en a certaines qu'on peut éviter par la vaccination. On sait que l'efficacité n'est pas à 100%. Mais pourquoi se priver de ça? La rougeole, vous venez d'en parler, 10 décès. C'est juste hallucinant que des enfants décèdent de maladies qu'on peut éviter. Je pense que les gens n'ont pas conscience de tout cela. Donc vraiment, c'est... Mais pourquoi la France est le pays, selon cette étude, au monde où l'on doute le plus de la sécurité des vaccins? Est-ce que c'est des préoccupations de riches? Parce qu'en France, on est tellement protégés. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vaccination, si vous me permettez. C'est le caractère général des Français et du français, c'est-à-dire de tout contester. Quoi que ce soit. C'est la vision qu'on a de l'étranger, et je suis français, mais j'habite à l'étranger, donc je vois de l'extérieur. Vous avez pris l'accent suisse. Défiance sur... C'est normal, j'habite depuis un certain nombre d'années. C'est charmant, rassurez-vous. Daniel, merci Daniel qui est biologiste hospitalier, à qui j'envoie un t-shirt DGG du côté de la Suisse. Merci Daniel de ce témoignage. Alors simplement le résultat de la consultation, 11 vaccins, choquant, pas de crèche, pas d'école. Choquant, oui, plus de 50%, 52% évidemment. sur mc.fr, c'est oui, serré. 53% sur Twitter. Mais c'est une petite majorité qui l'emporte quand même. À tout de suite pour le match avec Rémi et Sophie.